L'investisseur indépendant, question boule de cristal, les grandes banques mondiales prévoient une croissance moyenne de 5% sur la prochaine décennie sur le S&P 500, contre environ 10% pour la dernière décennie, avec des, alors ça a été coupé, des investisseurs habitués à des performances plus élevées. Cela pourrait-il être bénéfique au marché crypto en faisant pivoter les investisseurs de la bourse aux crypto? Ah, question intéressante, effectivement. À mon avis, oui, en partie. Alors pourquoi? Pourquoi oui? Parce qu'il y a un problème de rendement qui est assez important. Donc là, avec la baisse de l'inflation, ça a été un peu atténué, mais au final, c'est de l'inflation cumulée avec l'inflation à deux chiffres qu'on a eu depuis 2020, avec le quoi qu'il en coûte au niveau mondial, qui a permis aussi le fameux bull run, hein. Je ne sais pas si je l'ai encore je vais essayer de le retrouver, parce qu'au final, ça peut être intéressant pour répondre à la question. Alors, attendez. Editor Pine. Est-ce que je vais avoir mon code? Parce que j'ai quelque part par là. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi. Et les habitués commencent à le connaître, mais c'est tout simplement l'impression monétaire qu'on a eue à partir de mars 2020. C'est tout ce qui s'est passé. Et là, augmentation de la masse monétaire énorme. Et avec une inflation qui a suivi énorme aussi. Donc une inflation à deux chiffres. Inflation réelle, inflation officielle. Bon, il peut y avoir débat, mais dans tous les cas, une inflation très importante à deux chiffres. Et ce qui fait qu'effectivement, à deux chiffres et même plus, donc 12, 13, 14%. Des fois en réel, bon, ça peut même monter plus parce qu'en fonction du panier d'actifs que tu regardes, c'est bien gentil, mais au final, quand tu regardes kilo de bœuf, kilo de lait, kilo de beurre, kilo de machin, et qu'au fur et à mesure, il y a une inflation à moins de deux chiffres, mais on exclut les charges de la maison, les lecs, le gaz, tout ce qui est énergie et la bouffe. Ouais, vous êtes bien gentil, mais dans tous les cas, l'inflation, on la bouffe. Hein. Si t'es obligé, si t'as envie d'avoir un peu de chauffage, un peu de lumière et puis un peu de bouffe dans ton frigo, l'inflation de chiffres, tu te la tapes. Donc il y a ça. Tout ça pour dire qu'au final, en termes de rendement pour battre l'inflation, parce que c'est quand même le but de l'investissement, c'est quand même de faire de l'argent, on est d'accord. Mais si tu fais pas de l'argent, au moins maintiens ton capital en termes réels. Le problème, c'est qu'avec de l'inflation à deux chiffres, donc 10, 12, 13%, ben même les actions, et même le S&P 500, qui est quand même un indice qui performe quand même bien au niveau des actions, hein, vous connaissez un peu les différents types d'investissements. Le plus sûr, on va pas rentrer en discussion, les bons d'État, les bons du Trésor, les actions, non pas les actions, mais les bons d'entreprise, AAA, les grosses entreprises qui se financent comme ça. Vous pouvez avoir un peu d'or aussi. Après, tu passes sur les actions. Et tout au bout de la courbe de risque-rendement, tu as les cryptos, mais dans tous les cas, le S&P 500, c'est quand même un indice assez fort qui, en général, c'est vrai que sur un horizon de temps assez long, il propose du 10% en moyenne. Sauf qu'avec une inflation à deux chiffres, comment tu fais au final? Tu es obligé d'aller sur des actifs un peu plus risqués et prendre du risque. Ça, du coup, pendant toute la crise, je lisais pas mal, notamment les fonds de placement et les fonds de retraite notamment. Donc eux, ils sont obligés de garantir un rendement pour pouvoir payer leurs pensionnaires, hein, tout simplement. Et ils étaient très ennuyés pour dégager du rendement parce que du coup, tu as un rendement minimum qu'il faut que tu aies pour ton fonds. Que ce soit un fonds familial, que ce soit un fonds pension, que ce soit un fonds... Bon, ils ont quand même des objectifs de rendement. Et des gros fonds de pension, par exemple, ils ont un objectif qui est encore plus important parce que s'ils n'arrivent pas à dégager suffisamment d'argent ou au moins de manière assez régulière, au final, ils ne vont pas pouvoir payer les retraites. Sauf qu'ils étaient bloqués aussi parce qu'ils ne pouvaient pas investir dans certaines classes d'investissement parce que c'est beaucoup plus régulé. Donc jusqu'à présent, et c'est pour ça aussi que les ETF ont tout leur intérêt, les ETF spot et tous les produits qui vont suivre basés sur les cryptos, parce qu'il y a énormément d'argent dans ces fonds-là. Et jusqu'à présent, jusqu'à cette année-là, et même voilà, un peu avant, il y avait certains instruments, mais ils ne pouvaient pas investir directement dans les crypto-monnaies. Donc ils pouvaient trouver des manières détournées, type j'investis sur MicroStrategy. Voilà, comme ça je m'expose au Bitcoin, parce que les mecs ils ont de la trésor en Bitcoin. Bon, t'achètes pas du Bitcoin, mais tu achètes une boîte qui détient énormément de Bitcoin, donc indirectement tu t'exposes quand même à Bitcoin. Mais dans l'idée, il y avait des gros problèmes de rendement, et avec les régulations qu'il y a en place, au final, ils n'avaient pas accès à toute une partie d'instruments et d'actifs qui permettent d'aller dégager ce rendement. Donc au final, si on a, parce que ça commence à faire un peu long la réponse à la question, mais si on a une croissance moyenne qui baisse, et voilà, des prévisions pas forcément, voilà, quand tu vois l'état de l'économie, notamment en Europe, à mon avis en Europe, sur un peu en récession, ça sera déjà bien. Mais dans tous les cas, voilà, si on a une baisse des rendements sur le S&P 500 et sur les autres classes d'actifs, donc là, évidemment,
avec l'inflation, avec la hausse des taux, on a eu des obligations d'État avec des rendements plus importants, mais on parle, allez, 3-4% grand max. Ben, quand tu as une inflation réelle, même à 6-7%, tu es sous l'eau, quoi. Donc même à 5% de croissance, il faudra avoir les bons obligations d'État, mais en fait, pour regarder l'inflation aussi, si tu es en dessous, tu es sous l'eau. Ça veut dire que concrètement, chaque année, tu perds de l'argent et ton pouvoir d'achat et ce que peut acheter ton argent, ben, ça diminue concrètement. Et si tu veux surperformer l'inflation et donc en termes réels, réellement gagner de l'argent et augmenter ton capital et ton pouvoir d'achat, il te faudra trouver des actifs, et n'importe quelle classe d'actifs, pas forcément, mais du coup les cryptos ont carrément leur rôle à jouer parce que du coup en termes de rendement, là, on va pas en faire de laïus, mais sur Bitcoin, on est déjà, si vous étiez rentré sur toute la période là, 2022, même voilà, à partir de là, autour de 20, 25, même 25 000, on est déjà sur un x5. Donc on ne parle pas de 5%, de 50%, on parle d'un x5. Donc au final, à mon avis, il y en a qui parlent de la fameuse règle des 10% d'or dans le portefeuille, de les réincorporer, mais que ça serait du Bitcoin. Bon, c'est pas vraiment ce qui se passera, mais dans tous les cas, je pense que ne serait-ce que pour avoir leur ratio et un peu de rendement, et là, on l'avait démontré aussi avec le ratio de Sharpe, hein, donc ajouter un petit peu de crypto en portefeuille, ça augmente très nettement le ratio de Sharpe, plutôt positif en termes de rendement. Tout ça pour dire que oui, effectivement, je pense, j'espère avoir répondu à ta question, je pense que ça fait un peu long, mais le fait qu'on ait une croissance qui baisse et du coup des rendements moyens sur les actions qui baissent, ça sera forcément favorable aux cryptos, si pesé que la liquidité au niveau mondial soit aussi disponible. Parce que bon, si on a une baisse des liquidités, là pour l'instant on est plutôt, bon, on a eu un cycle de hausse, là on est plutôt en baisse, là on est plutôt sur un cycle de hausse, mais s'il n'y a pas de liquidité au niveau mondial, bon, là par contre, avec l'effet aussi de gestion de risque de ces entités, on n'aura pas forcément de beau bull run. Bon, il y a ces différents facteurs.